Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur Lastal, Thierry Henry, épisode 140. Aujourd'hui donc on va parler d'immobilier et surtout donc d'un livre qui vient de sortir. Donc c'est un invité que j'ai invité plusieurs fois, qui c'est la 4e fois en tant qu'invité. Donc en 3 saisons, donc il est déjà passé 4 fois. Mais bon, c'est toujours un plaisir, il a toujours plein de choses à nous donner, il a beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat et surtout donc l'investissement immobilier. Il vient de sortir un livre, donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Preto, c'est Crédit Immobilier. Mon partenaire Preto te propose de comparer en ligne rapidement les meilleurs taux immobiliers et de bénéficier de l'expertise d'un courtier immobilier. Avec Preto, tu peux choisir le bon prêt car il calcule ton budget, la durée, la mensualité qui te convient. Les algorithmes de Preto testent rapidement plusieurs milieux de combinaison dans les offres bancaires et comparent les différentes offres pour toi. Après avoir constitué ton dossier et négocié ton prêt, Preto t'accompagne jusqu'à la signature finale chez le notaire. Pour tester et t'inscrire gratuitement, c'est ici Thierry-du6henry.fr/PRE, donc Thierry-du6henry.fr/PRE. Donc de retour après avoir remercié le sponsor, donc aujourd'hui j'ai Ludovic Briand, donc si tu connais pas mon podcast, il est passé l'année dernière 2 fois, on a fait des épisodes, donc je mettrai les liens pour les épisodes parce que c'est un peu en lien avec celui-là, on parle de la holding, et puis il était passé il y a 1 an pour son premier bouquin, où il parle donc de son parcours d'entrepreneur et surtout donc les difficultés qu'il a eues et pourquoi, grâce à l'immobilier, il a sauvé donc sa vie, son business en général. Donc là, on va parler donc de son dernier bouquin qui est vraiment très intéressant, donc vraiment pur investissement immobilier. Il va nous donner une partie des informations, donc 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières. Et donc paru donc chez Maxima, il est sorti donc il y a 3 jours, donc le 18 on a fait l'enregistrement. Le jour de sa sortie, il marche très bien, il est donc déjà bien classé. Donc je te conseille donc de bien écouter, c'est pas un épisode très long. Je pose pas les questions à la fin parce que donc on a déjà c'est pas la première fois que je l'interview, donc on va parler c'est quoi une bonne rentabilité, c'est quoi les faire, quel type de travaux il faut faire, comment il faut les faire, qu'est-ce qu'on a dit, on a vraiment dit beaucoup de choses en très peu de temps, donc c'était vraiment cool. Quel type d'équipe il faut avoir, donc l'architecte ou enfin tout ça, combien coûtent les travaux, quel type de trésorerie il faut avoir, parce que donc souvent on pense qu'il faut juste investir comme ça, tout va rentrer, donc plein de petits conseils, donc je te conseille donc de bien écouter, et comme j'ai dit, donc je mettrai les liens des autres épisodes, si vraiment tu es nouveau et que tu veux vraiment prendre les bonnes informations et que tu n'as peut-être pas les moyens de te former, comme il le dit, c'est pas une obligation, il y a beaucoup de formations actuellement, c'est très bien, si tu n'as pas les moyens, prends le bouquin, écoute le podcast, écoute les différents podcasts que j'ai fait sur l'immobilier, et puis après tu te lances, voilà, on passe à l'action. Donc, je te dis à tout de suite avec donc Ludovic Briand. Salut Ludovic, comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va bien, et puis je suis super heureux d'être avec toi, de passer un moment avec toi, Thierry, et puis avec tes auditeurs, donc merci pour l'invitation. Merci à toi, donc ça fait 1 an que je t'ai pas vu, donc là tu lances un livre, donc ça tombe bien, on va en reparler d'immobilier, même si on a parlé donc des fois d'entrepreneuriat et d'immobilier, mais bon, on sait très bien que tu as une bonne base dans l'immobilier. Donc tu vas nous parler de ton bouquin. Avant ça, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent, donc je te demande de te représenter, et puis ensuite on va partir donc sur les questions au sujet donc de ton bouquin. Oui, écoute, je suis d'abord un entrepreneur, puisque j'ai créé une centaine d'entreprises. J'ai à peu près tout connu de l'entrepreneuriat, j'ai connu les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. On va commencer par les bas parce que j'ai connu un dépôt de bilan qui m'a profondément marqué, mais également les hauts parce que j'ai introduit une de mes entreprises en bourse. Et puis, alors, mes domaines d'activité, ça allait de l'hôtellerie, en passant bien sûr par l'immobilier, qui est mon secteur d'excellence, jusqu'à la construction bois. Ensuite, j'ai fait également du capital risque, donc là, dans d'autres domaines d'activité. Donc, je suis assez large, je dirais, en expérience d'entrepreneur. Et puis, en parallèle de ma vie d'entrepreneur, j'ai bâti un parc immobilier important, puisque ce parc immobilier a compté jusqu'à 1000 biens. Il y avait à peu près 60% de logements, maisons, appartements, et puis 40% locaux commerciaux, bureaux, murs de boutique, et hôtels également, puisque ça c'est une de mes spécialités, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc on a 4 hôtels, entre autres. Donc voilà, donc une expérience assez large, et oui, en effet, je sors donc aujourd'hui en fait mon premier livre sur l'immobilier. D'accord. Bon, on va parler donc de tout ça. Pour ceux qui n'ont pas écouté les 3 autres épisodes qu'on a eu ensemble, parce que t'es l'invité qui est le plus passé sur mon podcast en 3 saisons, donc 4 fois parce qu'on a fait un double épisode, donc je mettrai les liens parce qu'en plus en général on me les recite, surtout le premier interview, et aussi la holding, ça a plu, donc je mettrai les liens.
Et donc là, on va parler donc, dans ton livre, donc c'est 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières. Donc la base, donc on va partir comme si donc j'étais ton coaché, je connaissais un immobilier. Donc comment réaliser une bonne affaire immobilière? C'est quoi pour toi, pourquoi et comment? C'est vaste. Tu choisis. L'idée, non, en effet, on peut. Comment réaliser une bonne affaire immobilière? Je dirais d'abord, la première chose, c'est que on n'est jamais sûr. C'est quoi je vais même te couper, je vais même t'aider. Parce qu'il y a un moment, et je crois que j'en ai parlé dans l'épisode qu'on a fait ensemble, certains se font avoir des fois, donc je vais pas mal taper. Si, j'ai un peu tapé sur ceux qui vendent du neuf, même si on peut peut-être faire les bonnes affaires. Par exemple, j'ai souvent autour de moi des gens qui sont cadres dynamiques, et souvent, ils se font alpaguer, et je le dis parce que moi, j'ai été conseiller en patrimoine, et on te vend des produits neufs, où souvent les prix sont très chers. Souvent, on te dit que tu vas aussi faire de la défisque, et on te met en zone C, même si ça n'existe plus, et tu vas faire... Voilà, ça, pour moi, c'est pas une bonne affaire. Et souvent, les gens pensent que c'est une bonne affaire parce que c'est vendu par des grands groupes, par la banque. Oui. Voilà. C'est pour te recadrer, pour peut-être cadrer un peu la question. Oui, je confirme. Donc, c'est un des premiers conseils que je donne, en effet, c'est de valoriser des biens par les rénovations. Parce que, et exactement comme tu le dis, quand on achète dans le neuf ou quand on achète un produit géré, tu sais, c'est la mode des produits gérés, c'est les maisons de retraite, les résidences étudiants, les résidences affaires. Sur des produits gérés, qui fait la bonne affaire, c'est gestionnaire, le promoteur immobilier et éventuellement le commercialisateur, le conseiller en gestion de patrimoine, rarement le client. Parce que le client, on va lui offrir une petite rentabilité qui va être entre 3 et 5%. Et donc, notre premier conseil, en effet, et merci de me tendre la perche, Thierry, c'est d'acheter plutôt de l'ancien et plutôt de l'ancien avec des travaux. Parce que c'est là, en effet, on va pouvoir faire la différence. Je peux te donner quelques exemples, si tu veux, pour imaginer les choses. Juste un truc avant, parce que même si on en dirait que j'aime pas, mais bon, voilà, tu sais qu'on est plutôt cool chez moi. Je pense que tu parles trop près du micro, donc on a des petits pops, donc juste reculer un petit peu. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'entendais pas, mais bon, là, sinon, on va entendre les pops. Et puis, oui, donc je te laisse sur l'ancien et travaux. Donc 3 à 5%, donc déjà, bon, tu vas développer, mais juste après ça, comme ça, je te pose la question, je ne l'oublie pas. C'est quoi pour toi une bonne rentabilité? Et je te laisse répondre d'abord à ce que tu allais répondre là. Ok. Oui, je voulais imager les choses par rapport aux travaux. Oui. En fait, on a acheté par exemple une maison il y a 2 ans au Pays Basque, une maison locative, et on l'a acheté environ 2000 € le mètre carré. Alors que le marché du Pays Basque, là on est à 10 km à l'intérieur des terres, c'est environ 3500 € le mètre carré. Pourquoi on l'a acheté 2000 € le mètre carré? Parce qu'il appartenait à un architecte en fait, qui a commencé la rénovation de cette maison qui a une centaine d'années. Il a commencé la rénovation, mais il n'a pas terminé. Pour différentes raisons personnelles. Donc nous, on arrive au meilleur moment, en fait. On arrive au moment où le bien est pas cher, il est pas valorisé, puis les gens voient pas trop le potentiel, ils voient pas trop ce qu'ils peuvent en faire. Donc en fait, on l'a acheté 2000 € le mètre carré, et nous on a fait à peu près 80 000 € de travaux. Hein, c'est une maison qui fait 300 mètres carrés, et on a revalorisé donc le bien en quelques mois à hauteur de 300 000 €. C'est-à-dire que si on le revendait aujourd'hui, alors nous on le conserve pour la location, mais si on le revendait aujourd'hui, eh bien on le revendrait 300 000 € plus cher que ce qu'on l'a acheté donc il y a 2 ans. Donc c'est là où on fait des bonnes affaires. Alors on peut rénover pour revendre ou on peut rénover pour louer, hein, peu importe, mais c'est là en effet on peut faire la différence. Alors pour répondre à ta question en effet de la bonne rentabilité, aujourd'hui moi je dirais que alors d'abord je vais préciser ce que c'est que la rentabilité, mais voilà, pas moins de 10% brut, je dirais, pour faire une bonne affaire immobilière. Qu'est-ce que c'est que la rentabilité? C'est le rapport entre le loyer annuel du bien et son prix d'acquisition, tout compris. C'est-à-dire le prix d'acquisition de la maison, plus les frais d'agence s'il y en a, plus les travaux s'il y en a, plus les frais de notaire, etc., etc. Donc on prend un exemple, si j'achète un bien qui va me rapporter 10 000 € par an, donc je sais pas, un peu plus de 800 € par mois de loyer, et que je l'achète tout compris avec les travaux 100 000 €, eh bien ça me fait une rentabilité de 10% brut. D'accord? Donc, et ensuite la différence entre le brut et le net, entre la rentabilité brute et la rentabilité nette, c'est que pour arriver au net, on va déduire les charges qu'on a
dans l'année. Donc les charges, ça va être la taxe foncière, ça va être les frais d'assurance, éventuellement des frais de copropriété s'il y en a. Et là, on va arriver à une rentabilité nette qui, pour moi, doit pas être inférieure à 8%. D'accord. Donc, j'ai eu 8% net. Ouais, voilà. Pour aller un petit peu plus loin, le plus important, en fait, c'est le cash flow en fait qu'on va dégager de l'opération. Alors le cash flow, c'est quoi? C'est la différence entre les revenus qu'on va tirer du bien et les charges. Donc je reprends un exemple. Si on a un revenu de 10 000 euros par an, donc sur l'année, et que nos charges sont de, admettons, 8 000 euros par an, eh bien ça va nous faire un cash flow positif de 2 000 euros par an. Les charges, c'est quoi? Les charges, c'est la taxe foncière, donc en effet, les charges de copro, comme on l'a vu tout à l'heure, et également le remboursement du prêt, le remboursement du crédit qui vient également là. Donc si on prend aujourd'hui un crédit, je dirais sur une vingtaine d'années, 20 à 25 ans, on peut facilement avoir un cash flow positif de l'ordre de quelques centaines d'euros par mois, voire quelques milliers d'euros par mois si on achète vraiment bien. D'accord. Ça, en tout cas, ça, on commence bien. Donc là, tu as vraiment donné la base et tout ce qu'il faut. Parce que souvent, les gens pensent que 3 à 5, c'est bien. Et non, voilà, 8, c'est plutôt 8 net, c'est pas mal. C'est ça. Alors, avec une précision, Thierry, oui. C'est que, bien sûr, la rentabilité sera différente selon le positionnement géographique du bien. Plus on sera en centre-ville et au centre d'une grande ville, plus la rentabilité sera faible. En revanche, la liquidité est un petit peu supérieure. C'est-à-dire que si on achète au centre de Paris, au centre de Bordeaux, au centre de Lyon, la rentabilité, elle est un petit peu plus faible que ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Donc, parce que le prix est plus élevé en général. Parce que le prix est plus élevé, exactement. Donc aujourd'hui, le premier conseil déjà qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent, c'est de plutôt acheter en périphérie des villes, voire... Alors moi, je suis un peu novateur là-dessus. Moi, je parle d'immobilier rural parce que je pense que le marché il est en train d'évoluer aujourd'hui. Je pense qu'il est en train de baisser dans les grandes villes, enfin de se stabiliser, voire de commencer à baisser dans les grandes villes, et plutôt de progresser dans les zones rurales, dans les gros bourgs. Le gros bourg, c'est un village de 1000 habitants, par exemple, bien connecté à Internet et dans lequel il y a une gare, par exemple. Ça, c'est idéal. Eh ben, un bourg comme ça, on peut faire de bonnes affaires parce que l'immobilier, il est pas cher. Là, les gens, ils sont pas très intéressés par ce type d'immobilier aujourd'hui. On peut acheter des maisons dans de bonnes conditions et avoir une rentabilité très correcte et en plus assurer une plus-value sur les années qui viennent, à mon avis, très correcte parce que c'est une conviction très personnelle, mais j'ai la conviction que cet immobilier-là va progresser en termes de prix. D'accord. Ouais, très intéressant. J'avais une question par rapport à ce que tu as dit au début. Oui, donc souvent, et ce qu'on conseille, et quasiment tous les coachs, tous ceux qui font l'investissement, donc vont dire la même chose, il vaut mieux prendre des biens avec travaux, qui sont plus, entre parenthèses, dévalorisés, ou qu'il va falloir négocier, donc gagner de l'argent sur la négo, parce qu'il y a des travaux. Mais il y a des gens qui ont peur des travaux. Qu'est-ce que tu leur conseilles, ces gens-là? Comment tu les rassures? Comment tu leur dis que dans tous les cas, il n'y a pas le choix? Il faut passer. Tu peux pas juste négocier un bon bien qui est propre, à moins qu'il y ait un divorce. Des fois, ça arrive. Il y a des biens qui ont des travaux, mais eux-mêmes voient Donc, comment tu arrives à négocier pour les personnes qui ne veulent pas de travaux? En fait, quand on fait des travaux, même s'il y a des travaux à faire, il y a plusieurs possibilités. Soit, en effet, on fait les travaux nous-mêmes. Moi, par exemple, je suis complètement incapable de faire un travaux. Je suis à peine capable de planter un clou, donc j'ai pas de souci. Donc, tu vois, moi, je me pose même pas la question est-ce que je fais des travaux ou pas. Dans tous les cas, je délègue. Donc, l'idée, c'est de déléguer. Alors, on peut déléguer directement à une entreprise, directement à des artisans. Et là, c'est nous qui allons aller chercher l'artisan. On va vérifier les travaux, si les travaux sont bien faits, etc. On va discuter avec l'artisan. Ça, c'est une possibilité. Si vraiment on veut s'occuper de rien, eh bien, on peut passer par un maître d'œuvre. Un maître d'œuvre, c'est la personne qui va suivre les travaux, c'est lui qui va suivre les artisans, ou par un architecte. Alors, il y a des architectes qui sont maîtres d'œuvre. Donc, on peut passer... Alors, souvent, le maître d'œuvre qui a un diplôme d'architecture est un petit peu plus cher qu'un maître d'œuvre qui n'est pas diplômé, mais bon, peu importe. Donc, on passe soit par un architecte, soit par un maître d'œuvre qui va suivre les travaux. Et à ce moment-là, si on n'a vraiment pas envie de s'occuper des travaux, eh bien, on délègue. Et ça, en effet, c'est possible. Moi, j'ai pas mal d'étudiants aujourd'hui qui délèguent.
Ouais, donc dans tous les cas, il faut quand même avoir un esprit d'entrepreneur. Donc il faut savoir, donc se dire qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut donc laisser faire les travaux par les pros. Parce qu'il y a plein de gens qui le font même, ils disent voilà, ils font des économies. Bon, souvent ils savent le faire, mais techniquement ils pourraient gagner du temps à aller chercher ou voir autre chose, d'autres biens, ou continuer à faire de l'investissement. Et c'est exactement ça. Voilà, le temps est précieux. Alors après, moi, je dirais que je suis pas non plus catégorique. C'est-à-dire que tout dépend ce qu'on aime, en fait. Si on aime, moi j'ai certains étudiants qui adorent les travaux, ils aiment bien ça. Pourquoi pas, à condition qu'ils se limitent aux petits travaux, parce que sinon, en effet, comme tu le disais, c'est beaucoup trop chronophage, ça prend beaucoup trop de temps. Mais si c'est des petits travaux comme faire des peintures, revêtements de sol, des choses comme ça, pourquoi pas le faire nous-mêmes si on aime ça. Mais si on n'aime pas ça, ou si on n'a vraiment pas de prédisposition à ça, comme c'est le cas pour moi, eh bien à ce moment-là, donc ouais, on sous-traite, quoi. On sous-traite. Quels sont les petits travaux à éviter? Tout ce qui est, par exemple, plomberie, électricité, c'est des travaux qui sont plus importants. C'est bien d'avoir un artisan qui a une garantie, qui a une assurance par rapport à ça. Donc, tout le gros œuvre également, quand il faut commencer à percer des murs, à agrandir des fenêtres ou à mettre une porte-fenêtre. Toi, là, on touche sur des choses qui sont beaucoup plus lourdes, sur lesquelles il y a quelques risques. Donc, c'est mieux de passer par un artisan qui a une décennale, ce qu'on appelle une assurance décennale, qui nous couvre en cas de problème, quoi. Pour 10 ans, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres moyens, donc, quand tu fais tes recherches, donc on a parlé un peu d'emplacement, de travaux, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte pour faire une bonne affaire? Oui, il y a pas mal d'autres choses. C'est voir le potentiel, je dirais peut-être c'est le plus important, après tout ce qu'on a dit, c'est de voir le potentiel caché du bien. C'est-à-dire que quand on nous propose un bien immobilier, un agent immobilier ou une annonce, quel est ce potentiel caché? Si c'est un bien que tout le monde recherche, par exemple un appartement en centre-ville avec une bonne rentabilité, avec un tout petit peu de travaux à faire, mais sans plus, c'est pas trop cher. Tout le monde recherche ça, il y a 10 acheteurs pour une offre, c'est pas là où on va faire la bonne affaire. La bonne affaire, c'est d'avoir, et ça c'est l'expérience qui le montre, qui nous l'apprend, c'est quand on va identifier le potentiel caché du bien. Alors c'est quoi? C'est par exemple, on visite un bien et on s'aperçoit qu'il y a possibilité de faire une mezzanine, par exemple. C'est très haut de plafond, on peut faire une mezzanine. Donc on va créer de la surface habitable. C'est un exemple. Donc ça peut être de l'aménagement de combles. Ça peut être, tiens, je te donne un exemple. Nous, sur une maison qu'on a achetée sur l'île de Ré, c'était très demandé, en fait. C'était un secteur qui était très demandé, parce qu'en bord d'océan. Et pourtant, la maison était en vente depuis 1 an. Personne n'avait vu le potentiel. Enfin, c'était il y a quelques années maintenant. Personne n'avait vu le potentiel parce que c'était 2 petites maisons qui devaient faire 80 mètres carrés chacune, qui étaient rattachées par un abri à bois, mais il fallait sortir à l'extérieur pour passer d'une maison à l'autre. Donc il y avait, à l'époque, ça devait être les parents dans une maison, puis les enfants dans l'autre. Enfin bon. Et puis bon, tout était vieillot. Personne ne voyait le potentiel. Et nous, je dis nous parce que c'est avec Valérie, avec ma femme en fait, quand on a visité ce bien, Valérie a eu une idée. Elle a dit mais si on ajoutait une véranda entre les 2 maisons, si on reliait les 2 maisons par une véranda, parce qu'en fait on n'avait pas le droit de construire, mais une véranda là c'était possible. Donc on a regardé si on pouvait avoir les autorisations, donc ça a été confirmé. Donc on a fait une véranda et ça a fait en fait un grand séjour hyper lumineux parce que tout vitrait, qui a relié les 2 maisons. Donc ça, en fait on a pu faire 2 salons, les chambres dans une des 2 maisons et là on a donné une valeur incroyable à ce bien, voilà, parce que on a vu le potentiel caché. Et souvent, en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut pas aller chercher le bien facile que tout le monde recherche. Et d'ailleurs, tu sais que quand je rencontre pour la première fois un agent immobilier, moi je lui dis pas, voilà, je cherche le bien que tout le monde cherche, voilà. Surtout quand on démarre, je vais plutôt dire, je vais chercher un bien un peu difficile, le bien que justement les gens ne veulent pas. Et puis moi je vais aller chercher ce potentiel caché, je vais voir comment je peux revaloriser en fait le bien. Tu vois, je te donne un autre exemple, une maison qu'on a fait, c'est une maison dans laquelle il fallait passer d'une chambre à l'autre. C'était des chambres en enfilade en fait. Oui, il y avait 3 chambres, mais il fallait passer d'une chambre à l'autre en fait pour aller à la chambre suivante. Ce qui est en général très compliqué parce que moi j'étais agent et ça, quand je montrais ça aux gens, ils disaient non tout de suite quoi.
Exactement. Voilà, exactement. Sauf que si on a la possibilité de construire, pourquoi pas construire? Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait. On a construit un couloir, en fait, à l'extérieur. Donc, on a créé, je sais pas, la surface sur 20 mètres carrés. Donc, ça n'a pas été très onéreux, en fait, de faire ce couloir. Il faut demander, bien sûr, les autorisations, etc. Mais on peut passer par un architecte. Et on a construit ce couloir qui a desservi les chambres. Et pareil, on a revalorisé le bien de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est ça l'idée. C'est d'aller chercher ce potentiel caché. Et ça peut vraiment donner une forte valeur, là, à nos biens. Forte valeur à la revente, si on revend, encore une fois, ou à la location, si on décide de louer, quoi. Ouais, donc ça, il faut, dans tous les cas, on va le redire plusieurs fois, mais il faut avoir donc un esprit visionnaire et entrepreneurial, donc pouvoir réussir à se projeter. Certains ne l'ont pas. Est-ce que dans ces cas-là, c'est un truc qui s'apprend ou il faut se faire accompagner par des gens qui ont des compétences, un proche, quelqu'un? Parce que là, tu m'as dit, tu as un peu parlé de ta femme aussi, donc peut-être qu'il aussi, des fois, arrive à voir ce que toi tu vois pas aussi, parce que là, c'est un peu ce que tu as dit, hein, sur un des exemples. Est-ce qu'on peut se faire accompagner ou s'associer pour, si on n'a pas cette compétence-là, à voir les choses? Je pense que ça vient progressivement, en fait. C'est simplement avoir du bon sens. C'est avoir du bon sens, avoir une capacité d'observation, ouvrir son esprit. Et là, souvent, on a des solutions qui arrivent. Et en effet, comme un entrepreneur le ferait, et tu as raison de le souligner, quand il nous manque certaines compétences dans l'investissement immobilier, on va les chercher ailleurs. Donc si, par exemple, moi, j'ai pas trop de compétences en travaux ou en décoration, eh bien, je vais les chercher ailleurs, ces compétences. J'en suis conscient et je vais les chercher ailleurs. Donc oui, en effet, on peut les chercher, mais et se faire accompagner, bien évidemment, quand on se lance dans l'investissement immobilier, c'est génial ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on a il y a des coachs, il y a des formateurs, il y a des formations sur Internet. Enfin, moi, j'ai également des programmes de formation et ça, c'est nouveau. J'ai pas eu ça quand j'ai démarré dans l'investissement immobilier. Ça n'empêche pas de réussir. La preuve en est, mais c'est vrai que c'est plus long, puis on fait plus d'erreurs quand on n'est pas accompagné. Donc et cet accompagnement, il doit pas se faire de manière trop technique, trop impératif, en disant voilà, c'est ça, vous achetez ça, vous faites ci, vous faites ça. Moi, j'accompagne les gens vraiment en leur ouvrant maximum l'esprit, en fait. Et quand on ouvre l'esprit, quand on va chercher justement du bon sens, eh bien c'est là où on fait les bonnes opérations. Mais c'est pas compliqué l'investissement immobilier. Hein. C'est pas la peine de suivre des formations pendant des années et des années. C'est pas la peine d'avoir fait des études dans l'immobilier. Mais c'est beaucoup de bon sens. Ça, oui. Bon, on en revient un peu encore à l'entrepreneuriat. Moi, je vais le répéter. C'est qu'il faut, comme dans l'entrepreneuriat, passer à l'action, parce que souvent les gens font des formations, ils font 3-4, et j'en ai rencontré dans des idées comme ça, et que l'une des meilleures manières de faire, c'est bien sûr de se renseigner un peu, d'apprendre un peu, mais à un moment donné de passer à l'action, ne pas attendre de tout lire, on ne saura pas tout, si on lit, si on joue au Monopoly, si on fait, voilà, ou si on regarde les autres faire, il faut faire. Et donc ça tombe bien par rapport à ce que tu as dit, parce que j'ai un truc, moi j'ai un peu un doute, certains peut-être auront du mal, quand tu vois les travaux, quand tu vois, tu as le côté visionnaire. Est-ce que donc tu fais venir, est-ce que toi maintenant t'as l'œil, tu te dis ah ça va me coûter tant et donc tu l'inclus dans ton prix, ou est-ce que tu le défalques du prix au contraire, ou est-ce que tu fais venir toujours un ou deux professionnels pour te valider le prix? Et deuxième question, et est-ce qu'en même temps donc avant d'avancer, tu vas demander des autorisations à l'urbanisme, vérifier que ça passe, parce que c'est des fois, moi qui étais donc dans l'immobilier, en tant qu'agent, des gens font des projets, mais en fin de compte, ils n'ont pas vérifié que l'urbanisme allait accepter, et donc ils font un projet, ils ont acheté, mais en fin de compte ça passera pas à l'urbanisme. Oui, complètement. Alors moi, ce que je fais généralement, parce que ça, c'est pas facile à savoir. Alors on peut appeler la mairie pour avoir une tendance, mais souvent la tendance, c'est il faut quand même qu'elle soit confirmée par des écrits. Donc à ce moment-là, moi, je mets une condition suspensive, c'est-à-dire que je lance le projet, je dis voilà, j'achète le bien, mais sous condition suspensive d'avoir une autorisation de permis de construire ou de pouvoir réaliser des travaux ou autre. Donc ça se fait assez facilement. Pardon, j'ai oublié ta première question. La première question, c'est plus sur le côté sur te valider en fin de compte le prix, parce que tu peux, voilà, que quelqu'un vienne avec toi et qu'il puisse te valider le projet, parce que si tu as un projet et que tu dois rajouter, toi tu as estimé que c'était 10 000, en fin de compte c'est 30 000 euros, donc ça fait changer la rentabilité. Exactement. Donc oui, quand on démarre, en effet, c'est bien d'avoir un artisan avec nous. Donc on l'emmène avec nous, et puis quand on visite alors peut-être pas la première visite en fait. À la première visite, on check, on regarde. D'abord, est-ce qu'on a une attirance pour le bien, est-ce qu'on le ressent, etc. Donc si déjà on se dit au premier rendez-vous, oui, ça ce bien, je pense que je peux faire quelque chose, mais bon, il y a des travaux, je fais venir une entreprise spécialisée. Et au deuxième rendez-vous, qui peut être assez rapidement derrière, à ce moment-là, on y va avec l'artisan. Si c'est un changement de chaudière, par exemple, ça sera un chauffagiste ou un plombier. Si c'est des travaux
travaux beaucoup plus larges, on peut venir avec un maître d'œuvre. Donc oui, au départ, ça c'est une excellente chose. Après, avec l'expérience, au bout de quelques années, on n'a plus besoin parce qu'on a les ratios en tête, en fait. Donc moi, je sais que voilà, si je change une cuisine, ça va me coûter 3-4 000 euros. Ce sera une cuisine Ikea, c'est pas la peine d'aller chercher des choses extraordinaires. Je refais complètement une salle de bain, ça va être 5-6 000 euros. Enfin, tu vois, on arrive à avoir les ratios en tête, donc progressivement. Mais quand on se lance, pour pas faire d'erreur, oui, c'est bien. C'est bien de faire comme ça. Thierry, tu parlais de passer à l'action, bien sûr. Et ça, c'est un sujet, peut-être on peut s'arrêter 2 minutes dessus. Oui. Parce que moi, j'ai des personnes qui me disent en ce moment, mais c'est pas le moment, c'est pas le meilleur moment, en fait, pour se lancer. Parce que les prix sont hauts, parce que le marché est très haut, et puis c'est la crise, et puis bon. Et moi, ma réponse, c'est de dire qu'il n'y a pas de bon moment, en fait, pour se lancer. En fait, le meilleur moment pour se lancer, c'est quand on en a envie, quand on a l'élan. Et à ce moment-là, quand on a l'élan, là, on y va, quoi. Et par rapport à la période actuelle, pour faire une parenthèse là-dessus, alors oui, c'est vrai que le marché, il est assez haut. En revanche, il y a une chose qui est extraordinaire que moi, j'ai jamais vue, en fait, c'est des taux aussi bas. Des taux entre 1 et 1,5%. Enfin, moi, ça fait 30 ans que j'investis dans l'immobilier. J'avais jamais vu ça, quoi. Donc, je ne sais pas si ça va durer encore des années, mais dans le doute, je préfère profiter des taux bas, et d'investir. Mais pas investir n'importe comment. C'est-à-dire que on investit, mais en étant très sélectif, en tentant d'acheter en dessous du prix du marché, et puis en allant chercher le potentiel caché du bien. Parce que si c'est un bien dont personne ne veut, qu'on a en face de nous, parce que voilà, comme la maison qu'il y avait sur l'île de Ré, par exemple, c'est tellement atypique qu'on voit pas trop ce qu'on peut en faire. C'est là où on va faire une bonne affaire, et c'est là où on va pas acheter très cher, quoi. Donc oui, en ce moment, c'est un bon moment pour se lancer, sachant qu'une carrière d'investisseur immobilier, moi je dis toujours, ça se fait sur la durée. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un coup, c'est-à-dire que vous n'allez pas acheter là cette année et puis ça sera le coup de votre vie. Non, moi je préfère préconiser le fait d'investir progressivement et constamment. Toi, depuis 30 ans que j'investis dans l'immobilier, eh bien, oui, chaque année, en fait, chaque année, j'investis, je crois, chaque année. L'année dernière, on a investi, il y a 2 ans, on a investi, etc. Chaque année, j'investis. Et c'est pas nécessaire de commencer par des très gros investissements. On peut commencer par un bien, si on se lance, si on n'a pas encore investi, on peut commencer par un bien à 50 000 euros. On ne prend pas beaucoup de risques, il peut y avoir un tout petit peu de travaux à faire, ensuite on le met en location, comme ça on va acquérir les bons réflexes, on va peut-être faire quelques erreurs, même si on est coaché, on va peut-être faire quelques petites erreurs, mais la deuxième année on va encore faire un autre investissement de 50, 100 000 euros ou 200 000 euros, et puis etc. Donc en fonction de notre capacité d'endettement, comme ça on investit progressivement, et on peut se bâtir un beau patrimoine immobilier comme ça, sans prendre trop de risques, et puis toujours pareil, en s'amusant, parce que l'idée c'est de s'amuser, c'est de faire les choses parce que ça nous plaît, par passion et pas par contrainte, quoi. Et surtout par rapport à ce que tu dis, apporter, c'est que moi je suis plutôt à l'opposé, même si je commence à changer, j'aime bien prendre les grosses opérations, mais souvent les grosses opérations sont difficiles à financer. Et actuellement, même si les taux sont à 1,5, bizarrement, ceux qui débutent, les banquiers sont un peu plus difficiles. En plus, il faut avoir la bonne situation, la bonne société et le bon statut, malheureusement. En France, c'est toujours le CDI. Ou d'autres, mais bon, ça dépend. Et c'est vrai que quand on commence petit, le banquier déjà prête plus facilement. Et un truc qui est facile, mais les gens n'y pensent pas. Quand on emprunte entre 30 et 50 000, souvent, en fin de compte, le banquier n'a pas besoin de passer, d'aller au siège ou ailleurs. Des fois, il a une capacité à dire oui tout de suite. Selon les banquiers, j'ai oublié le terme, ils ont des trésoreries, ils peuvent accepter donc directement dans la banque, sans passer par le siège pour faire des dossiers, et te serre la main et te dit voilà, j'accepte. Parce que le montant est petit, et très petit, c'est le directeur qui accorde, et c'est des petits montants. Parce que pour eux, c'est rien pour eux. C'est pas du 500 000, du 1 million, du 2 millions, 30, 50 000 euros, si on va trouver un bien comme ça. Pour eux, c'est peanuts. En plus, ils sont contents, ils font un financement. Enfin, c'est peanuts, entre parenthèses. Exactement. Donc, c'est un gros avantage. Oui. Et ça permet de se lancer. Pour parler un peu de trésorerie, parce que souvent les gens ont peur, on dit ah mais je vais avoir de l'argent, qu'est-ce que je vais faire avec les impôts, la taxe. Donc, est-ce que déjà il faut avoir peur des impôts, de la taxe, parce qu'en France on sait que ça existe, et comment on gère sa trésorerie. Est-ce qu'on gère parce que là on va pas parler de structure, donc je renverrai peut-être sur l'épisode qu'on a fait sur la holding. Quel type de structure tu conseilles, et quel type de technique tu as pour mieux gérer la trésorerie, parce qu'on a parlé un peu de travaux. Quand on fait travaux, si on a la bonne structure, on récupère un peu de TVA. Comment tu gères tout ça, c'est cette partie un peu financière? Alors,
Tout d'abord, prudemment. Prudemment. C'est-à-dire que moi, j'invite, et c'est ce que je fais personnellement, à avoir entre 6 mois, je suis assez large, entre 6 mois et 1 an de trésorerie d'avance. Équivalent au remboursement de notre crédit. Donc si on rembourse un crédit de 1 000 euros par mois, par exemple, eh bien d'avoir 12 000 euros de trésorerie d'avance. Comme ça, on est tranquille. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie d'un investisseur immobilier. Donc comme ça, on est tranquille, on est serein. Moi, je prône l'immobilier zen, toi. Donc un matelas de trésorerie. Donc là, excuse-moi, je confirme, tu parles de la trésorerie personnelle. Oui, personnel ou en société, ça sera la. Non, parce que certains, non, quand je dis personnel, c'est la sienne, parce que certains, des fois, ce qu'ils font, ils demandent bon, tu connais mieux le terme que moi, mais j'ai encore oublié, ils demandent, quand ils font le financement, un décalage de 6 mois et 1 an, comme ça, ils font de la trésorerie, et surtout s'ils font un achat où il y a déjà un locataire, même si, bon, peut-être ça, c'est pas le plus important, et ils créent la propre trésorerie eux-mêmes. Exactement, c'est très bien de le rappeler, Thierry. On peut, si on n'a pas de trésorerie, on peut se la constituer de cette manière-là, en demandant en effet un différé ou une franchise de remboursement à la banque. La franchise de remboursement, en fait, on paye 0 pendant, comme tu disais, 12 mois, 24 mois, ça peut aller jusqu'à 36 mois. Et puis, comme on touche des loyers, on se constitue de la trésorerie comme ça. Le différé, on paye uniquement les intérêts, mais comme les intérêts sont très très bas aujourd'hui, ça pose pas de difficulté. Donc oui, ça c'est une excellente astuce en effet. C'est une excellente astuce. Merci de le rappeler, Thierry. Concernant les impôts, taxes, structures juridiques. Moi, je vais au plus simple. Alors, quand on démarre, je pense que c'est bien de se faire un premier investissement hors société, c'est-à-dire qu'on achète un bien, soit si c'est un bien qui est destiné à la location nue, on sera au régime foncier, tout simplement. Si c'est un bien destiné à la location meublée, on sera en loueur meublé non professionnel pour démarrer. Le loueur meublé non professionnel, pour moi, c'est idéal parce que on paye pas d'impôt, on va dire, les premières années. Donc, c'est un statut vraiment fiscal qui est exceptionnel. Je rentre pas dans les détails, mais sachez que c'est un excellent statut. C'est pas trop compliqué. Alors, on peut passer par un comptable pour nous faire ça, mais ça coûte pas très cher dans tous les cas. Et voilà, ça permet de démarrer sur le premier bien ou ces 2 premiers biens. C'est parfait. Après, si on veut aller plus loin, et si on a une vision, en effet, plus importante, si on veut un gros patrimoine immobilier, si on veut se bâtir, pourquoi pas, un empire, je dirais, immobilier, eh bien là, oui, il faut commencer à s'organiser en société. Et d'où la holding, en effet, on a fait une interview, en effet, tu m'avais interviewé dans ton podcast là-dessus, et c'était top. Donc le fait de créer une société holding, ça c'est une possibilité. Il faut pas le créer quand on se lance, mais quelques années plus tard, en effet, pourquoi pas. On peut se créer donc sa société holding, qui va chapeauter, en effet, peut-être une filiale qui va faire de l'investissement locatif, une autre filiale qui va faire peut-être du marchand de biens, c'est-à-dire des achats-reventes, etc. On peut également avoir une filiale, si on est entrepreneur, on peut avoir une holding qui chapeaute toutes nos activités en fait d'entrepreneur. Et ensuite on a notre activité entrepreneuriale habituelle. Je sais pas, que ça peut être dans le web, ça peut être une boutique, ça peut être un commerce, ça peut être n'importe quelle affaire. Ensuite on peut avoir une autre filiale en effet qui fait les investissements locatifs, etc., etc. Et ça a plein d'avantages. Donc ça je vous renvoie donc en effet au podcast qu'on a fait là-dessus. Ça a plein d'avantages la société holding. On peut également se constituer une SCI. Juste avant de constituer la holding, on peut se créer juste une SCI, comme ça permet d'avoir des associés. Donc voilà, il y a pas mal de formules, en effet, juridiques, fiscales à réaliser, mais faisons simple, quoi. Au début, on fait le plus simple possible, on se casse pas la tête, on monte pas d'usine à gaz, ça permet de pas faire trop de frais. Et puis, en avançant un pas après l'autre, bien là, en effet, on peut s'organiser et se mettre en société, ouais. Je vais te challenger ou t'embêter parce qu'il y en a qui en parlent. Toi, alors peut-être que je t'ai pas entendu parce que j'écoute pas toutes tes vidéos, mais si t'en as plein qui sont très intéressantes. Est-ce que tu conseilles, comme beaucoup, ce que j'ai fait aussi, d'acheter, parce qu'on a pas un vide fiscal, mais acheter la résidence principale pour faire de la plus-value. Donc acheter un truc plutôt du type bonne affaire immobilière, qu'on va retaper peut-être soi-même en prendre le temps, et de la revendre après 2-3 ans pour faire une plus-value de 30-40 000 euros et commencer à avoir du capital pour investir. Est-ce que pour toi, la résidence principale, dans cet esprit-là, c'est intéressant ? Oui, je vais élargir un petit peu la réponse, mais oui, tout à fait, c'est excellent. Enfin, moi, j'ai pas mal d'étudiants qui ont commencé comme ça. Tout à fait, et j'ai commencé aussi comme ça de mon côté, c'est-à-dire acheter un appartement ou une maison qui va
nous servir de résidence principale dans laquelle on va faire des travaux pour lui donner de la valeur, en effet, à ce bien immobilier. Et après y avoir habité quelques mois, on va pouvoir le revendre. Le bémol, c'est que ça, c'est possible une fois ou deux fois, c'est-à-dire qu'en effet, le fisc tolère cela donc une ou deux fois, mais dès que ça devient récurrent et régulier, à ce moment-là, il faut se mettre en société, il faut se mettre en marchand de biens. Mais en effet, pour se générer quelques dizaines de milliers d'euros de trésorerie au départ, quand on se lance, c'est une excellente idée. Je vais juste aller un petit peu plus loin, élargir un peu la réponse, Thierry, par rapport à sa résidence principale. Moi, je suis partisan, en effet, de considérer une résidence principale comme un actif. Donc, ça peut être un actif si on l'achète pour la revendre, en effet. Ça, c'est une possibilité, ce qu'on vient de voir. Une autre possibilité, c'est cette résidence principale, c'est de la louer, tout ou partie. On peut louer des chambres de sa résidence principale. Pourquoi pas? On loue ça sur Booking, sur Airbnb. On peut louer, admettons que dans cette résidence principale, c'est une maison, il y a un garage, pourquoi pas transformer son garage en studio, et ce studio, on le loue l'été ou à la semaine ou le week-end. Ça permet de faire des revenus locatifs. On peut également avoir, si on est un entrepreneur, on peut avoir nos bureaux en fait dans notre résidence principale, et à ce moment-là, c'est notre activité d'entrepreneur qui va payer en fait un loyer, donc qui va nous payer un loyer. Ça, c'est une possibilité intéressante. Autre possibilité également, c'est qu'on loue notre résidence principale quand on n'y est pas. Toi, par exemple, nous, on vient d'acheter, donc il y a quelques mois, on a acheté notre nouvelle résidence principale qui est en front de mer, donc à Biarritz, enfin sur l'océan. Et l'idée qu'on a eue, en fait, parce que on est sur des budgets très importants, c'est de financer une partie de cette maison, donc on a emprunté pour acheter cette maison en partie, mais on finance en fait notre prêt en louant la maison 2 mois l'été. Parce que 2 mois l'été, on est dans notre résidence secondaire, on n'est pas sur Biarritz. Donc on la loue, et on la loue très très bien, ça se loue très très bien l'été, et ça nous a permis donc de financer, donc de rembourser notre crédit, et d'avoir une maison beaucoup plus belle que la maison qu'on aurait eue si on n'avait pas fait ce crédit et si on n'avait pas loué donc l'été. Donc ça, c'est une possibilité également quand on est sur un lieu touristique ou dans le centre d'une ville, Paris, Bordeaux, Lyon, peu importe. On peut tout à fait donc louer sa maison. Alors, il y a certaines personnes qui ont des freins psychologiques par rapport à ça. Oui, mais les gens, ils sont chez moi. Sincèrement, il faut juste l'organiser un petit peu quand on achète la maison. Nous, par exemple, on a fait des pièces qui nous sont réservées. Donc, on a 2-3 pièces qui nous sont réservées. Mon bureau, par exemple, il est réservé. On a plusieurs pièces qui nous sont réservées, qui sont pas disponibles à la location. Et voilà, quand c'est organisé comme ça se passe super bien. C'est facile à gérer. Voilà. Donc, c'est quelques astuces, en effet, pour considérer sa résidence principale comme un actif. D'accord. Donc c'est rare d'en parler comme ça, mais ouais, je vois très bien de quoi tu parles. Est-ce qu'il y a d'autres informations, des conseils que j'ai oubliés, parce que donc il y a quand même 30 conseils, même si on va pas tout donner ici, il faut que les gens aillent investir en eux. Donc même s'ils prennent pas un coach, ils pourront acheter le livre. Oui, peut-être. Oui, bien sûr, acheter le livre. En 2 mots, ce livre, c'est en effet 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières et 10 clés pour investir avec succès. Je partage vraiment des conseils inédits, certains même que j'ai même pas donnés à mes étudiants. Je partage des astuces, je partage mon expérience personnelle. Je partage aussi les dessous de l'entrepreneuriat et les dessous de l'investissement immobilier. Donc c'est assez intéressant. Le livre part super bien. On est déjà en rupture de stock sur Amazon et on a été numéro 1 des ventes. En fait, pendant la phase de précommande, là, qui était la semaine dernière, on a été numéro 1 des ventes sur une journée sur Amazon. Mais enfin, c'est quand même assez rare. Donc voilà, ça démarre super bien. Oui, peut-être un dernier conseil, Thierry, qui me vient, que je partage bien sûr dans le livre, c'est le fait de voir grand. Ça, c'est plutôt lié à l'attitude, c'est pas technique, c'est lié à l'état d'esprit, mais c'est tellement important. Pourquoi voir grand? Parce que j'ai vu tellement de personnes autour de moi qui se limitaient. Et d'ailleurs, moi le premier, quand il y a quelques années, je me limitais. C'est-à-dire, j'osais pas rêver grand, j'osais pas exprimer aux autres que j'avais envie de faire de grandes choses, j'avais envie d'avoir un grand patrimoine immobilier, etc. J'osais pas par peur de déranger. Parce que je dis, ouais, mais si je leur dis ça, que je voulais faire un grand truc et tout, je vais les déranger, peut-être qu'ils vont se détourner de moi, ils vont plus m'aimer, tu vois, en gros. mais c'est vraiment une connerie. Et petit à petit, j'ai apprivoisé ça, en fait, cette idée de voir grand, de réaliser de grands projets. Alors,
c'est pas une obligation de se lancer dans l'investissement immobilier pour faire quelque chose de très grand. C'est pas une obligation. On peut tout à fait se lancer dans l'investissement immobilier pour pour acheter 1 ou 2 biens ou 3 biens, ce qui nous met déjà à l'abri, ce qui permet de mettre peut-être nos enfants un petit peu à l'abri du besoin de payer les études de nos enfants. C'est une possibilité. Mais ce que je veux dire, c'est que certains d'entre vous qui nous écoutez, eh bien, vous avez envie de voir grand, mais et de faire grand et de réaliser de grandes choses, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans l'investissement immobilier. Surtout, ne vous limitez pas, en fait. Allez-y, quoi. Allez-y. En tout cas, tu parles de voir grand, mais quand tout à l'heure, tu as dit que tu investis depuis 30 ans. Et si on voit petit, mais sur le long terme, donc c'est une autre façon de voir grand. Si tu vois grand sur le long terme, donc tu fais un investissement par an pendant 30 ans, ça te fait 30 biens en fin de vie, après 30 ans, c'est vraiment pas mal du tout. Il y en a qui veulent le faire en une année, mais c'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Mais c'est vrai que si tu fais 1 ou 2 biens tous les ans, tu peux sortir avec 50, 60, 100 biens et c'est pas mal du tout. Et c'est exceptionnel, tu as raison. Il faut quand même avoir la vision, tu vois, de faire ces 30 biens ou ces 100 biens. Et il faut quand même juste avoir la vision, parce que sinon, si t'as pas la vision, même quand tu commences, alors bien sûr l'appétit peut venir en mangeant, donc ça peut venir progressivement, mais c'est plus facile d'avoir une vision en se disant voilà, à la fin de ma vie, en effet, je vais léguer à mes enfants quelques dizaines d'appartements ou de maisons. Mais je vais y aller progressivement, en effet, un pas après l'autre, une année après l'autre. Parce que si on se dit simplement, voilà, je vais faire un investissement, après, si chaque année il faut se remettre en cause, en question, ça sera un petit peu, j'ai l'impression que ça sera un peu plus difficile. Ouais, ce que tu veux dire, parce que ça, peut-être je l'ai mal interprété. Donc, c'est-à-dire que dès le départ, avoir comme dit, je crois que c'est Stephen Covey, avoir de end in mind. Donc, d'avoir précisément dans 10 ans, tu vas avoir 20 ou 30 biens et l'avoir déjà en tête, d'avoir la vision précise. C'est et d'avoir comment on appelle ça? Je l'ai en plus sur mon PC où tu te mets des images. Ah oui, hein, tu fais un vision de board où tu dis voilà, j'aurai ce type de bien, je serai comme ça, j'irai comme ça, mes enfants seront contents. Ouais, tu faut vraiment avoir une vision précise. C'est exactement. Plus on aura cette vision précise, en effet, plus on ressentira le fait de comment je me sens avec ces 30 biens, etc. Comment je me sens avec la liberté financière, en fait. C'est parce que c'est ça, c'est 30 biens, à la limite, peu importe, mais c'est surtout d'être libre financièrement, de pouvoir arrêter de travailler si on le veut. Alors, on peut le faire à 30 ans, mais on peut aussi le faire, il faut quand même le rappeler, c'est que en 2, 3, 4, 5 ans, on peut être libre financièrement aujourd'hui, même si vous commencez demain. Donc c'est quand même intéressant. Et c'est pas du tout réservé à une élite, c'est pas réservé à quelqu'un qui a une capacité de financement incroyable. Chaque personne aujourd'hui qui démarre dans l'investissement immobilier peut devenir libre financièrement dans les années qui viennent. Alors ça va demander un peu de travail, ça va demander un peu de sortir de sa zone de confort, etc. Mais c'est possible. Ouais. Oui, comme quoi, voilà, l'immobilier, avec tout ce qui existe, on entend des réseaux sociaux, le bitcoin et tout ça, ça reste quand même le plus vieux métier, le plus vieux investissement du monde, et il est toujours là, et ça rend des gens riches tous les ans, toutes les années, donc voilà, il faut juste s'y mettre et avoir une vision comme tu l'as dit. Donc je renvoie donc les gens vers les épisodes, je mettrai les liens, vers tes sites aussi, et vers donc ton livre, donc je te dis donc bonne chance pour ton livre. En général, on finit par les questions, mais t'en as déjà répondu plusieurs fois sur le podcast, donc je vais pas te les reposer sur tes livres et sur ce que tu veux faire. Je te laisse juste le dernier mot et puis ensuite je te dis à très bientôt. Eh bien, écoute, d'abord un grand merci à toi. Ça m'a vraiment fait plaisir. Cet échange m'a fait plaisir. J'espère que vous qui nous écoutez, voilà, vous allez avoir peut-être un des conseils qui a fait écho chez vous. Et ce que je vous propose à ce moment-là, s'il y a 1, 2, 3 conseils peut-être qui ont fait écho chez vous, c'est de les tester, c'est de vous lancer, c'est de passer à l'action. Donc par rapport à ça, on est allant tranquille, hein, un pas après l'autre, sans forcer les choses. Et puis la dernière chose, c'est que c'est possible pour vous. Surtout, ne pensez pas que l'investissement immobilier, c'est réservé à certaines personnes. C'est possible pour chacun d'entre nous. C'est possible d'abord de réussir d'une manière générale. C'est possible de réussir. C'est possible de faire une différence. C'est possible de montrer, d'exprimer sa singularité. C'est possible d'avoir du plaisir dans sa vie également, tout en réussissant. Hein, parce que souvent, on a une croyance, on dit, ouais, mais réussir, c'est difficile. Réussir, il faut bosser comme un fou. Non. Pas forcément. On peut tout à fait réussir en ayant du plaisir dans ce qu'on fait, en étant passionné par ce qu'on fait et sans travailler plus que ça. Voilà. Parfait. Ludovic, grand merci. Je te dis à bientôt. À bientôt Thierry et merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou
intéresser quelqu'un que tu connais. Donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr, contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.